Bienvenue dans Nos Avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. On se retrouve aujourd'hui avec Jinto. De son vrai nom Agathe, c'est une artiste que vous pouvez retrouver sur Instagram qui réalise aussi bien des illustrations, des photographies et plein d'autres choses. Son rêve de petite fille était de devenir styliste. Elle a réalisé un bac pro mode et après, elle voulait faire une mana. Elle a malheureusement été refusée et s'est retrouvée à devoir s'inscrire à la fac 2 jours avant la rentrée. Elle nous raconte ses problèmes, notamment la dépression dans laquelle elle est tombée pendant sa 2e année et son travail de nuit pendant 2 ans pour payer son confort pendant ses études. Elle nous parle de ses crises d'angoisse, mais également de comment elle arrive maintenant à aller mieux, de son expérience de freelance. Elle a notamment réalisé une exposition qui réunissait des témoignages de femmes victimes du cancer du sein. Je vous invite à découvrir cet épisode. Ok, alors déjà bonjour, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Agathe, mais mon surnom c'est Jinto. Je suis artiste, je fais de l'illustration, de la photographie, un petit peu de tatouage. Et voilà, je suis un peu artiste, mais en freelance. Ok, et tu as quel âge ? J'ai 22 ans. D'accord. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours, à peu près depuis le bac ? J'ai fait un bac pro mode, donc c'était tout ce qui touchait à la couture, au modélisme, etc. Donc pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai eu mon bac et après, j'ai voulu faire une mise à niveau en art appliqué, mais je me suis fait refuser de partout. Donc, du coup, je suis allée à la fac à Nîmes de design et art appliqué. Et pendant 3 ans, du coup, j'ai suivi mon cursus et j'ai eu ma licence il y a 1 an. Ouais. D'accord. Le choix de faire un bac pro mode, c'était vraiment parce que tu savais déjà ce que tu voulais faire ? Ouais, du coup mes parents étaient pas très très chauds au début que je fasse un bac pro, mais du coup c'était vraiment ce que je voulais faire. À la base je voulais faire styliste et du coup j'ai fait ce que je voulais. Et au fur et à mesure ça m'a un peu déplu parce que moi ce que j'aimais c'est de dessiner les vêtements et du coup on faisait pas que ça, on faisait de la couture, du modélisme, etc. Donc du coup ça m'a concentrée dans l'idée que je voulais dessiner et pas forcément créer de A à Z quoi. Et ta passion pour l'illustration et le dessin en général, c'est venu... Petite anecdote, j'ai commencé à dessiner avec de la ratatouille. C'est le premier dessin que j'ai fait, c'était sur la table de ma cuisine quand j'étais petite. Et après ça a été sur le mur du salon. Et puis après ça a été sur des feuilles. Mais du coup j'étais toute petite et en fait mon père est artiste à la base, il est designer. Donc du coup je pense que je tiens un peu la fibre artistique de lui quoi. Donc okay. Ça devient depuis que je suis toute petite. Si on revient un peu sur ta licence, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que t'en as retenu ? Ça s'est bien passé et en même temps pas bien passé. En gros, la première année, c'était sympa parce qu'il y avait vraiment pas mal de matières différentes. Il y avait de l'architecture, il y avait du design, d'objets, de packaging, du design d'espace, des cours de nu, plein de trucs vraiment hyper diversifiés. Mais après, à la 2e année, c'était vraiment plus compliqué puisque le rythme était très très soutenu. Donc on avait des semaines où on devait rendre au moins 15 projets en une semaine et ça pendant tout le trimestre. Et du coup, c'était un peu compliqué. Donc c'était une période pas folle. En plus, je travaillais de nuit tous les week-ends. Donc du coup, c'était un rythme quand même très... Et en 3e année, c'était vraiment plus sympa parce que j'avais mon option qui me plaisait vraiment. Du coup, j'ai fait médiation. Donc, c'est toute la création des vêtements et même d'expositions ou quoi. Donc, du coup, c'était hyper intéressant. Et on a pu, avec mon groupe, créer l'exposition des 3e années de design. Donc, c'était vraiment mieux, quoi. La 2e année, c'était pas ouf. Mais la 1re et la 3e, c'était bien. Et quand tu t'es lancée dans cette filière-là, tu savais sur quoi tu voulais déboucher ou pas du tout ? Franchement non, parce que j'étais une des personnes de toute la licence à l'avoir fait par dépit, ouais c'est ça. Et en gros j'avais pas vraiment de but, juste je voulais faire quelque chose d'artistique et j'avais pas pu aller en mana, donc du coup je me suis dit bon ben tu vas le faire jusqu'à la fin et tu verras bien à la fin quoi. Personnellement c'est une période, ça t'a épanoui, t'as appris des choses que t'as l'impression qui sont utiles actuellement ou pas du tout ? Ouais, je pense par rapport à l'autonomie et au travail de groupe, je sais que maintenant je suis capable de travailler avec une équipe de 15 ou des trucs comme ça.
Mais après, il y a pas mal de... Ouais, pour l'autonomie, où il fallait vraiment... ou être organisé en tout cas, et il fallait vraiment être vraiment linéaire sur son travail, quoi. Si tu loupais une matière ou si tu loupais un truc, il fallait vraiment encore plus travailler et tout. Donc je pense que ça m'a permis d'apprendre vraiment l'organisation et le fait de vraiment se dépasser tout le temps pour avoir des bonnes notes, quoi. Si tu devais revenir sur un enseignement qui t'a particulièrement marqué et qui fait un peu ce que t'es aujourd'hui, est-ce que tu saurais quoi nous dire ? C'est-à-dire un enseignement. Soit une matière vraiment à proprement parler, soit en général. Ben, il y en a une vraiment que j'ai... Il y a 2 trucs que j'ai vraiment adoré en vrai. Il y a un prof qui m'avait vraiment scotché. Tout le monde le détestait parce qu'il parlait très très vite et que c'était très compliqué de suivre son cours. Mais en fait, ce prof-là, il passait 4 heures à nous parler d'histoire des arts, mais sans fiche, sans diapo, et 4 heures, il débitait. Et genre, il pouvait te parler d'un tableau du 15e siècle et te faire un rapport avec un film de Hitchcock, et vraiment, il passait de tout... Ses cours, c'était impressionnant. Et je sais pas, je pense ce qui m'avait marqué, c'était qu'il avait aucune fiche, quoi. Et je me disais, le gars est vraiment très très passionné, quoi. Donc je pense que ça m'a permis de me dire, fais un truc qui te passionne autant que lui, et ça ira bien, quoi. Et après, ce qui m'avait vraiment plu, c'était de créer l'exposition et tout, et d'être leader de la promo, on va dire, juste en faisant justement l'exposition, en gérant tout et tout. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais pas forcément envie d'avoir un patron. Du coup, je me suis dit, je préfère, même si c'est en groupe, je préfère quand même être moi-même, à la tête du projet. projet. À la tête du projet, ouais. Donc maintenant, c'est ce que je fais, vu que c'est mon projet de vie. Donc, Ok. Donc si on revient un peu plus là sur ce que tu fais maintenant, donc ça fait 1 an que t'es à ton compte. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler un peu Du coup, je me suis mis à mon compte officieusement en mai et officiellement en janvier. Voilà. Ouais, et le début, c'est toujours un ouais, peu... c'est un peu compliqué, c'est fastidieux. Mais du coup, je voulais vraiment travailler, faire mon site toute seule et tout. Et après, mes parents étaient pas mal derrière moi, m'encourager, donc ça allait. Et ça fait 1 an du coup que je le fais, et je suis épanouie quand même parce que je fais ce que j'aime et que je dessine toute la journée, et c'est totalement ce que je voulais faire à la base. Et après, j'ai pu faire vraiment plein de trucs en 1 année. La dernière fois, je me rendais compte que j'avais fait énormément de trucs juste en 1 année, et je me suis dit, on verra l'année prochaine ce que ça nous réserve, hein. Mais du coup, c'est cool. Est-ce que tu veux nous faire une petite liste de ce que tu as fait par exemple cette année ? Alors, j'ai commencé par faire un agenda où j'ai mis plus de 372 heures à le faire. J'ai fait un agenda. Ensuite, j'ai fait une exposition pour le cancer du sein. Donc, du coup, j'avais fait des illustrations de portraits avec des témoignages de femmes qui étaient atteintes ou qui avaient eu le cancer du sein. Du coup, c'était ma première exposition toute seule, on va dire. Ensuite, j'ai rencontré Léa. À ce moment-là, Léa du compte Les Grenades, qui fait de la broderie, et du coup ensemble on a fait des culottes contre la précarité menstruelle, donc des culottes brodées. Ensuite, j'ai fait pas mal de collaborations avec des vibrations. J'ai fait comment ça s'appelle, la miniature de sa chaîne YouTube, pas mal de trucs pour sa chaîne YouTube. J'ai fait une collection de stickers contre le racisme par rapport à ce qui s'est passé il y a pas longtemps. Et ensuite, pas mal de petits trucs, des commandes ou des trucs pour les réseaux sociaux et tout. Donc voilà, les gros trucs c'est ça, mais voilà. Et ça te plaît ce rythme de vie là ? Je me permets de faire des trucs que je pensais pas pouvoir faire à la base. Par exemple, des culottes brodées, je me suis pas dit que j'allais en faire. Ou même un agenda, ça m'a mis énormément de temps à le faire. Après, il y a plein de trucs. Le problème, c'est que j'ai un caractère qui fait que je me lasse très vite. Donc c'est un métier qui me plaît parce que je peux faire vraiment tout ce que je veux. Je peux passer du tatouage ou à l'illustration. Je peux faire de la photographie, du montage. Du coup, c'est vraiment pas redondant comme métier. Donc c'est ça qui est intéressant pour mon caractère. Est-ce que tu as vécu de la pression par rapport au choix de tes études, que ça soit de la société ou de la part de tes parents ?
Par rapport à mes parents, pas du tout, parce que ils sont très ouverts d'esprit concernant les études et même la vie en général. Enfin, tant que je fais ce que j'aime, je peux faire ce que je veux. Donc pour mes parents, pas du tout. Mais par exemple, mon grand-père ne sait toujours pas, après 1 an, ce que je fais réellement. Il me demande toujours et tu fais quoi, tu es payé pour ce que tu fais? Et pour le côté, pour le bac mode, j'étais à l'internat du coup, pendant cette année, enfin les 3 années à peu près. Et souvent, en fait, on avait des réflexions parce qu'ils se disaient non, mais ce que vous faites, tout le monde peut le faire, vous êtes dans un bac pro, enfin c'est hyper facile, alors que nombre de fois, des personnes ont reçu des aiguilles dans l'œil sans faire exprès, ou se sont cousus les doigts, ou des trucs comme ça, donc non, c'est pas simple, en vrai. Donc du coup, on essayait de dire que non, c'est pas simple. Enfin, si on te met derrière une machine à coudre, tu vas pas réussir à faire une robe, quoi. Nous aussi, mais enfin, c'est un peu comme toutes les filières. Personnellement, je ne peux absolument pas faire de calcul en mathématiques. Donc la S, non. Mais du coup, je pense que c'est... Enfin, c'est un peu compliqué, les bacs pro et les licences à la fac ou des trucs comme ça, où tu penses que c'est pas vraiment du travail, c'est juste facile et que, en fait, pas du tout, quoi. Comment t'as vécu le fait qu'après ton lycée, tu t'orientes pas dans ce que t'avais choisi à la base? Est-ce que ça a été une période difficile? J'étais vraiment déçue parce que j'avais essayé vraiment de faire des dossiers hyper travaillés et tout. Et j'en avais demandé 3, enfin plus, mais il y en avait où c'était juste mort, mais j'en avais demandé 3. Et les 3 m'ont refusé, mais genre hyper longtemps après la fin de Parcoursup ou je sais pas quoi, enfin je me souviens plus trop. Mais en tout cas, juste, je me suis retrouvée un peu j'étais un peu... j'arrive pas à dire le mot. J'ai le droit de dire pas des gros mots, mais genre, genre j'étais un peu dans la merde, quoi. Ouais. Parce que je me suis retrouvée, j'étais à Bordeaux à ce moment-là, et genre j'ai dû appeler la Mana pour savoir si j'étais prise, et ils m'ont dit non, ça fait depuis juin que vous êtes pas pris. Et j'étais en mode papa, la pré-rentrée de la fac c'est demain, c'est à Nîmes. Ouais. Du coup on a dû faire un aller-retour express, un aller de Bordeaux à Nîmes pendant la nuit. Je suis arrivée, j'avais dormi 2 heures, c'était très très cool. Mais après non, j'aurais été dégoûtée parce que si j'avais pas réussi à m'inscrire dans le truc de design, parce que s'il y a eu un problème d'inscription, et normalement j'aurais dû soit être en AES, je ne sais toujours pas ce que c'est, ou en langue arabe. Okay. Là, j'aurais été vraiment déçue. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Je vais arrêter. Mais du coup, vu que j'ai réussi à rentrer dans l'option design et art appliqué, c'était un peu pareil, quoi. Enfin, pas pareil non plus, parce que c'est pas le même niveau, on va dire. Mais j'étais pas déçue, puisque c'était quand même du dessin et des trucs. Comme t'as commencé la fac un peu comme ça, hyper... Ouais. Et est-ce que t'as été stressée, ou c'est quelque chose qui t'a particulièrement angoissée, ou pas du tout? T'étais... franchement, je l'ai pris en mode, bon, tu t'en fous, Agathe. On y va, ne stresse pas, de toute façon, tu peux pas être plus stressée que tu l'es, donc prends le cool. Enfin, l'après-rentrée, en tout cas, j'étais pas stressée, j'étais juste fatiguée et un peu blasée d'être là, parce que je me suis dit, bon, c'est un peu triste de pas avoir été prise en Mana, mais bon, quand on y est, on y est. Hein. Mais du coup, après, je me suis dit que non, c'était cool quand même comme apprentissage, parce que la Mana c'est plus que du dessin, on va dire, enfin même si tu travailles plusieurs techniques, mais là c'était vraiment beaucoup de médiums et de matières différentes, quoi. Il y avait de l'histoire de l'art, il y avait des cours de créativité, des cours de photo, des cours de nu, des cours d'architecture, de design d'objets, etc. Donc c'était vraiment touche à tout, donc ça me plaisait bien quand même, donc j'étais pas stressée. Je me suis dit bon, ça. Puis j'avais un assez bon niveau, quoi. Parce qu'il y en avait, ils étaient là vraiment par dépit, en mode bon, on va faire du dessin, je sais faire un bonhomme en bâton, ça ira très bien. Maintenant, si on parle un peu plus de ton autonomie en général, sans parler des cours, comment t'as vécu ce début, cette nouveauté, ton envol? En vrai, ça allait parce que du coup, j'ai toujours été assez autonome et... je suis partie de chez moi assez tôt, donc du coup, j'étais pas là stressée en mode bon, je finis mes études et en plus, je fais un truc que je connais vraiment pas, où j'ai pas de cadre à proprement parler, quoi. J'ai pas un manager ou un patron ou un truc comme ça, donc j'étais pas vraiment perdue. Je croyais en mes capacités. Je me disais bon,
bon, bah, c'est le moment, quoi. Voilà, tu vas te réveiller, t'as pas forcément de trucs organisés, mais tu vas t'organiser au fur et à mesure. Et franchement, l'autonomie, justement, j'avais réussi à l'avoir grâce à mes études, donc ça allait même par rapport à ma vie en général, vu que j'ai quitté le cocon familial à 16 ans. Du coup, j'étais pas trop perturbée par le fait de rentrer dans un nouveau monde, parce qu'après, je sais qu'il y en a qui sont assez stressés quand ils finissent la fac et que ils ont pas forcément eu leur vœu ou quoi, et qu'ils doivent trouver un travail, et que c'est assez stressant quand même. Mais moi, j'étais quand même assez chill. J'étais en mode bon, c'est le moment, on y va. Et quand t'es partie de chez tes parents à 16 ans, c'est pareil, tu l'as bien vécu et... J'ai commencé l'internat quand je suis allée en seconde. Et le premier jour où je suis allée dans l'internat, je me souviens, mon père il m'avait laissée, mais vraiment en mode bon, je t'amène, tu vas, bye bye, allez, salut. Et j'ai pleuré parce qu'il y avait personne dans ma chambre. Et après, j'ai rencontré mes meilleures amies qui sont encore mes meilleures amies maintenant. Et je me souviens, Morgane, elle est rentrée dans la chambre, une de mes amies. Elle m'a fait tu viens, il y a des frites, on y va. Et du coup, franchement, l'internat c'était vraiment très très cool. Donc, c'est vraiment une hyper bonne expérience. Il y en a qui n'ont pas une bonne expérience dans l'internat. Genre ma petite sœur, elle a fait même pas un trimestre, elle a détesté parce que le rythme était trop... fallait se lever à une telle heure, etc. etc. Mais moi, franchement, j'ai adoré parce que déjà, moi, c'était pas pareil l'internat parce que je venais d'un lycée, du coup, le lycée où j'étais avait pas d'internat. Donc, on allait dans l'internat d'un lycée de Nîmes à côté. Et on était 5 de la même promo de mode à être dans cet internat. Donc on avait beaucoup plus de liberté puisqu'on pouvait sortir déjà, et même les mercredis on avait les clés et tout, on était vraiment assez privilégiés quand même. Donc non, franchement c'était cool. Et puis après j'ai eu une période où j'ai vécu chez mon ex, ça ne s'est pas bien passé. J'ai fait ma valise et je me suis barrée en pleine nuit et j'ai fait hey, quelqu'un pour m'héberger. C'est une fille de ma classe, on s'entendait pas bien du tout, enfin genre on n'avait pas d'affinité ou quoi que ce soit. Elle m'a dit non mais viens et tout, et maintenant c'est une de mes meilleures amies. On a vécu de la première jusqu'à la terminale, et après j'ai repris son appart toute seule et tout, et j'ai vécu dans l'appart où j'ai atterri sans faire exprès pendant au moins 5 ans, un truc comme ça. Enfin, t'as habité assez tôt avec ton copain, est-ce que c'est une expérience que tu recommandes et qu'est-ce que t'en as appris ? Franchement, alors je vivais pas si, je vivais chez mon copain, mais je vivais chez les parents de mon copain, dans la chambre de mon copain on va dire, pour éviter l'internat, parce que du coup il y avait plus mes meilleurs amis vu que ils étaient en terminale quand j'étais en première, donc du coup ils sont partis et je me suis dit non, j'ai pas envie de me retrouver toute seule, donc du coup je suis allée chez lui. Mais dans l'ensemble c'était sympa parce que ses parents m'adoraient et que c'était quand même assez sympa de manger le soir avec les personnes. C'était cool quand même, mais après il y avait des moments où c'est pas fou quand même. Mais après, moi je sais que je le recommanderais pas de vivre avec son copain ou sa copine tôt, on va dire, puisque il y a quand même beaucoup de... tu te prends vraiment on va dire, de la maturité en face, on va dire. C'est pas français ce que je viens de dire, mais en gros, t'as des responsabilités en mode on est à deux maintenant, je suis pas toute seule ou quoi, et donc c'est un peu compliqué à gérer, surtout quand t'as des embrouilles de couple ou quoi, et que tu te dis si on se quitte, je n'ai plus d'endroit où aller, quoi. Donc non, c'est assez compliqué, mais après il y a quand même des bons souvenirs, on va dire. Mais tôt, genre à mon âge, je crois que j'avais 17 ou 18 ans, je sais plus, je pense que je le referais pas. Je le recommande pas forcément parce qu'on est encore assez jeune et que c'est quand même une étape assez importante, donc bof. Le fait de devoir partir et, comme tu viens d'évoquer, de devoir te sentir un peu bloqué ou de pas avoir de point de chute, qu'est-ce que t'en as retenu ? Après, je me dis que j'ai quand même été bien entourée par rapport à mes amis qui, à la base, je pensais pas que c'était des amis, mais quand tu dis j'ai besoin d'être hébergée ou quoi que ce soit, que direct il y a quelqu'un que tu connais pas forcément et avec qui t'as pas d'affinité, tu te dis viens directement, ça fait quand même plaisir. Et de dire que... je pense qu'il y aura toujours une solution quand t'es bloqué et que tu peux vraiment plus rester chez la personne où t'es. Je pense qu'il y a toujours des solutions et des personnes qui sont là pour t'aider et tout, donc je pense qu'il y a toujours des plans B, quoi. Est-ce que tu as déjà vécu la solitude et le fait de te retrouver toute seule
Est-ce que t'as déjà vécu seule déjà ? C'était quand je suis arrivée à la fac, du coup, celle qui m'avait hébergée est partie faire sa vie. Donc, même si c'est ma meilleure amie, je dis ça, on dirait que je la connais pas. Mais du coup, ouais, j'ai passé les 3 années toute seule dans cet appartement. Enfin, toute seule. Des fois, il y avait des colocs, des fois, il n'y en avait pas. Mais la 3e année, j'étais toute seule. Et la 2e année aussi pendant une période. Et du coup, la 2e année, vu que c'était très compliqué, que j'étais tombée en dépression à cause des cours et que vraiment ça allait pas du tout parce que je travaillais dans un endroit de nuit et que le patron était pas très... voilà quoi. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée toute seule. Et quand t'es en dépression et que t'es toute seule dans ton appart, du coup, ça te renferme totalement sur la solitude et de dire la solitude c'est bien, tu vois, je suis bien toute seule. Et du coup, c'est un peu compliqué à changer d'esprit et de... En fait, c'est vraiment un cercle vicieux, quoi. T'es en dépression, t'en peux plus, tu pleures, mais du coup, t'es toute seule et t'as pas forcément de personne à qui te confier et t'en as pas vraiment envie, donc du coup, tu restes toute seule. Et tu peux pas vraiment sortir de ta solitude si ça change pas ou que tu fasses pas que ça change, on va dire. Est-ce que tu t'es fait suivre pour comment t'en es sortie, comment tu l'as vécu ? Est-ce que t'as réussi à trouver un accompagnement La dernière fois, on en parlait avec une de mes meilleures amies aussi. Et elle s'est demandé comment j'avais réussi à faire toute seule. Moi, je sais pas. En vrai, je pense que c'est le fait qu'en 3e année, ça se soit mieux passé. Et du coup, j'avais plus envie de sortir, de reprendre bien les cours et que ça me plaisait plus. Donc je pense que c'est l'épanouissement qui m'a aidée quand même. Mais après, je sais pas du tout comment j'ai réussi à faire pour sortir de l'engrenage de la dépression. Franchement, je sais même pas parce que j'ai ni pris des antidépresseurs, ni je suis pas allée voir un médecin, ni un psy, ni rien. Donc je pense que ça allait tout seul et qu'au fur et à mesure du temps, t'évolues et que du coup... ça ne doit pas marcher pour tout le monde, je pense, par contre. Ouais. Et les causes qui ont fait que t'étais vraiment pas bien, tu sais à peu près, est-ce que t'étais particulièrement angoissée ou est-ce qu'il y avait des choses... Justement, en fait, je suis rentrée d'Angleterre, du coup j'ai vécu en Angleterre pendant ma 1re et ma 2e année, pendant l'été. Je le dis souvent, mais en fait j'ai laissé mon cœur là-bas. Genre vraiment, c'est un pays qui compte énormément pour moi. Je sais pas, j'adore l'Angleterre et les Anglais, et je sais que je vais vivre plus tard là-bas. Mais du coup, en fait, le fait d'avoir eu un choc en mode j'aime vraiment, vraiment cette culture et ce pays, et revenir en fait en mode il y a les cours, il y a des problèmes quand même avec, il y a de la concurrence, les mecs ça va pas forcément, et du coup ça a commencé à me provoquer des crises d'angoisse. Et mes premières crises, je les ai fait quand je suis rentrée d'Angleterre. Et depuis, 4 ans après, on est toujours là. Hein. Mais du coup, je pense que c'est ça aussi qui a fait que les crises d'angoisse, ça a fait que je commence à être dépressive parce que du coup, je voulais plus sortir parce que je faisais des crises. Et donc, du coup, c'est toujours le même cercle vicieux qui s'ajoute. Ok. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as l'impression que tu as vraiment gagné en maturité, où tu as vraiment évolué ? Je pense à la fin de la 3e année où vraiment il y avait tout qui se concrétisait, enfin tous les projets, j'avais vraiment de bonnes notes et dans ma vie il n'y avait pas forcément quelque chose qui allait pas et j'étais vraiment au top au niveau des études et en même temps je me questionnais un peu sur l'avenir, mais je savais que mon choix allait se porter sur quelque chose de mature et pas juste je continue mes études et on le voit après. En fait, je voulais vraiment commencer à vivre ma vie d'adulte, on va dire, tout de suite à la fin de mes études. Donc je pense que le fait d'avoir pris la décision de devenir freelance, je pense que ça m'a fait vraiment changer en une année. Je me regarde en une année en arrière, j'étais vraiment pas comme ça, quoi. J'étais un peu... j'étais pas forcément avec un caractère aussi... je m'assumais pas forcément en tant qu'artiste, on va dire, et... je me disais, il y a mieux que moi, etc. Et je pense que le fait d'être freelance et de vivre de son art, ça fait que c'était une décision mature qu'il fallait que je prenne, je pense. Donc ça m'a fait évoluer aussi et d'être vraiment dans le monde pro, mais en même temps, c'est moi qui me gère, donc voilà. Si
Si on revient juste un moment sur la vie étudiante et tout ce qui s'accompagne, comment t'as vécu par exemple tous les à côté des études, genre la fête Moi en vrai, vu que c'est pas que je sors pas beaucoup, mais c'est juste que, alors déjà en seconde année je sortais vraiment pas parce que du coup j'avais mes angoisses et que impossible de sortir pour moi, mais ma fac elle faisait pas forcément de trucs de soirées étudiantes ou quoi que ce soit, donc c'était plus on sortait avec mes potes et on allait dans un bar ou quoi que ce soit et on faisait la fête quoi, mais je suis déjà à la base je suis plus soirée en appart que soirée dans un bar, donc c'est pas forcément la vie étudiante de base comme les personnes de médecine peuvent connaître ou des trucs comme ça. Mais après en fin d'année de la 3e année du coup je pense qu'on a bien profité parce que ma classe et moi on n'en pouvait vraiment plus, donc du coup on faisait des soirées tout le temps pour oublier le travail, pour se dire allez on se donne du courage. Et la dernière soirée qu'on avait fait c'était avec les profs justement et c'était vraiment trop cool. C'est moi qui l'avais organisé en plus. C'était un marathon de bar avec les profs et du coup on avait fini à terre avec les profs de design, c'était très sympa. Et si on revient un peu sur la place de l'amitié et la place que l'amitié elle a eue pendant cette période Oh là là. En gros, faut le dire, dans les études souvent il y a beaucoup de concurrence. Par exemple, quand tu prends les trucs de médecine, il y a des concurrences pour les places de médecine, pour les places de pharma et tout. Mais en design et en art, c'est, je pense, limite pire, parce que du coup, c'est plus des projets de groupe. Et il y en a pas mal qui se permettent de plagier, de copier les idées des autres. Et en même temps, il y a en mode, ouais, non, mais c'est moi le meilleur, je suis le futur designer de demain. Il y en a beaucoup qui pètent plus leur cul, quoi. Donc c'est assez compliqué de se faire des vraies amitiés sans oublier le fait qu'on est tous en concurrence pour je sais en plus ça sert à rien d'avoir une concurrence dans ces métiers-là parce que de toute façon on sortira tous avec le même diplôme, donc c'est pas comme si y avait des places à gagner ou quoi que ce soit. Donc après au niveau amitié, on a eu, enfin moi personnellement j'ai quand même eu beaucoup de déceptions par rapport à certaines personnes parce que justement il y avait cette concurrence et que il fallait toujours être la meilleure, le meilleur et tout, et ça hésitait pas à faire des coups bas pour avoir la meilleure note et dire aux profs ah elle a fait ça alors qu'on est censé être des très bons potes qui passeront du temps ensemble quoi. Donc de toute ma promo j'ai gardé juste une seule amitié et celle que j'ai appelée tout à l'heure quoi. donc franchement ouais les amis de la fac en général, après le lycée c'est pas pareil puisque le lycée moi c'est mes meilleurs amis et je les connais depuis 6 ans et ce sera je pense mes meilleurs amis dans encore 40 ans, mais ouais la fac c'est compliqué je pense de se faire des vraies amitiés parce que la fac c'est pas du 8h du 8h-17h, enfin je veux dire, tu sais, les amitiés comme ça où juste tu te vois pendant le lycée et tout. Généralement, on se voit avec. Enfin, on se voit après, on fait du travail de groupe et on travaille tout le temps ensemble et tout. Donc je pense que ça peut être quand même assez néfaste. Enfin, moi, il y a des amis qui ont été, qui ont eu des problèmes avec d'autres personnes parce qu'ils pouvaient plus supporter puisqu'ils travaillaient trop ensemble en fait. Mm-hmm. Donc. Après, je parle du design et de l'art appliqué parce que, après, sans doute, c'est pas pareil autre part, mais nous, c'est quand même très. C'est tout le temps, on est tout le temps ensemble, tout le temps, parce qu'on est obligé de travailler en groupe. Donc, du coup, c'est un peu compliqué à gérer, de pas se détester à la fin. L'aspect financier autour des études, comment t'as réussi à... Est-ce que t'as travaillé à côté ? Est-ce que c'était dur ? Comment t'as vécu J'ai dû travailler parce que les matériaux d'art c'est assez cher quand la boîte de Posca elle est à 40 € et que tu dois en racheter souvent vu que ça se vide vite. Après c'était plus, même pas forcément pour les matériaux ou les trucs comme ça, mais c'était plus pour mon confort de vie parce que c'est mes parents qui payaient mon appartement. Et j'avais pas envie de leur demander en plus de l'argent pour mes verres, les cafés, les sorties, le ciné et tout. Donc je voulais vraiment travailler pour me payer mon confort à moi, quoi. Et du coup, c'était assez dur parce que je faisais du 22h, 4h du matin tous les vendredis et les samedis
pendant 2 ans à peu près. Et c'était... en vrai, j'ai adoré parce que c'est un milieu que j'aime beaucoup, parce que le milieu de la nuit et être barmaid, j'aime bien quand même. Mais c'était épuisant parce que du coup, je commençais, il était 22h, je finissais, il était 4h. Mais le temps que l'adrénaline redescende et tout, il était 6h du matin. Et le problème, c'est qu'il fallait travailler la journée sur tes cours, donc je dormais 4 heures. 4 heures. Ouais, en tout, dans le week-end, je devais dormir 8 heures, un truc comme ça. Et pendant 2 ans, quoi. 2 ans, ouais. Et est-ce que c'était la période où t'allais pas très bien en plus ? Ouais, la première année, j'y allais, mais vraiment, c'était vraiment un endroit où je me sentais bien, on va dire, parce que ça me permettait de sortir et de rencontrer de nouvelles personnes sans penser aux angoisses, parce que du coup, j'étais vraiment dans ma bulle en mode il faut que je te serve et tout, j'ai pas le choix, donc t'angoisses pas parce que t'es vraiment dans le rush. Il y a trop de choses à faire. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'était vraiment. J'aimais bien, mais après, au fur et à mesure, ça s'est dégradé parce que le patron était pas très réglo avec ses salariés. Donc, du coup, au fur et à mesure, j'ai dit c'est bon, j'arrête. Mais c'était quand même un bon souvenir parce que c'était du bon temps qui me faisait un break des études, on va dire. Comme ça, moi, je passe pas mes soirées non plus tous les week-ends à bosser. Je suis quand même dehors et puis après, je sortais même quand il était 4h du matin. Donc, Mais ce que j'allais dire, c'est un peu contradictoire. Enfin, tu dis que tu préfères les soirées à part et que t'as pas trop sorti, et puis au final, t'as travaillé dans le monde de la nuit. Ouais, mais vu que c'était moi qui gérais et que du coup, c'était pas pareil que sortir justement. Vu que c'était mon travail, j'étais obligée de le faire. Donc, du coup, c'était pas en mode je sors, il y a beaucoup de gens autour de moi, je dois consommer, etc. Tu vois. Est-ce que t'as l'impression d'être adulte ? Des fois oui, des fois non. Ouais. Ça dépend pourquoi. Pour les petits trucs de la vie, genre j'aime bien regarder des Disney, mais en mode des fois je me tape des High School Musical et des Hannah Montana, tu vois. Et ça fait pas très adulte. Tes petits plaisirs coupables. Voilà, exactement. Mais du coup, après, pour le côté professionnel et même par rapport au regard de mes parents, je suis maintenant une adulte, quoi. Enfin, même si je gagne pas des milliers et des cents, quoi, j'ai une situation professionnelle qui fait qu'ils peuvent avoir confiance en moi, et je pense que c'est le flambeau qui est donné de parents à fille, tu vois, genre c'est bon, on te fait confiance, tu gères, tu travailles et tout, donc je pense que oui, pour des trucs utiles, pas forcément, mais pour les trucs professionnels et importants, oui, je pense. Donc toi, tu dirais que devenir adulte, ça s'est vraiment fait au moment où t'as commencé à travailler ? Ouais, je pense, ouais. Mais pas à travailler par exemple au bar ou quoi que ce soit, là c'était juste un truc pour aider mes parents justement, mais là vu que c'est ma vraie situation professionnelle et que je veux que ce soit mon métier toute ma vie, en fait le fait de l'avoir vraiment réalisé, je pense que ça m'a fait un déclic en mode ça y est, maintenant tu gères et il faut que tu gères parce que sinon tes parents ils seront pas toujours là, quoi. Là maintenant ils sont là parce qu'ils m'aident quand même, parce que je gagne pas non plus beaucoup, mais à un moment donné il faudra que j'assume et que ce soit vraiment mon métier et que je gagne vraiment ma vie, quoi. Donc je pense que c'est le fait d'avoir pris cette décision et d'être vraiment autonome, et même le fait de ne pas avoir de patron et d'être son propre patron, en fait, je pense que ça fait réaliser que y a que toi, si t'es dans la merde, c'est de ta faute. Donc du coup, il faut vraiment faire les bons choix et les choix qui sont adéquats à ta vie. Et t'es sereine ou c'est une situation qui t'angoisse ? Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir quand même de la pression. Un peu, mais en même temps, je me dis que... Enfin, je me rassure en me disant que tu peux pas débarquer dans le monde de la freelance et être connue et renommée en même pas un an, c'est impossible. Donc, impossible. C'est possible, mais faut vraiment avoir de la chance, quoi. Ou alors, de la chance en vrai. Parce que... c'est compliqué même par rapport au réseau ou par rapport justement au démarchage ou les trucs comme ça. Tu peux pas tout faire en un an. En plus, il faut que tu fasses des erreurs pour comprendre... ce qu'il faut plus faire, ce qu'il faut faire, etc. Donc en un an, je me mets pas la pression, parce que si ça faisait 10 ans que je le faisais et que j'avais toujours pas de salaire, je me dirais là il y a un petit problème quand même. Mais là ça fait qu'1 an et je pense que ça arrivera tôt ou tard, mais je travaille quand même pas mal et je suis organisée et je fais pas non plus des bêtises à dépenser de l'argent pour des trucs de communication qui marchent pas forcément ou des trucs comme ça. Donc je suis assez réfléchie dans ce que je fais, donc je pense que ça paiera un jour ou l'autre. Si tu devais te donner un conseil à toi qui sors du bac, ou s'il y a quelque chose que tu aurais vraiment aimé savoir
et qui aurait pu te faciliter les quelques années après? Je pense que je dirais de... Alors je vais dire un truc tellement bateau, de pas avoir peur de la vie du coup. Parce que je sortais du bac et je pensais pas... Enfin ou plutôt de me faire confiance. Ouais, je dirais de me faire confiance parce que des fois on doute tellement de son talent ou même de ses capacités à avoir même des bonnes notes ou de ses capacités tout court. Je pense qu'il faut se faire confiance et que le travail paye et que même si tu doutes de temps en temps, je pense il faut juste que c'est une passade et que faut vraiment te faire confiance et avoir confiance en tes capacités puisque tout le monde a les capacités de réussir, je pense. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment aidé à gagner confiance en toi? Le sport, au niveau physique et mental, parce que c'était... au physique, parce que tu commences à avoir le corps que tu veux, mais en même temps le mental, parce que tu te défoules et tu penses vraiment plus positivement, on va dire. Et puis après, le fait d'accepter que des fois ça va pas et que c'est pas grave. La Terre va pas s'arrêter de tourner juste parce que t'as des jours où t'es down et juste une journée ou deux, tu vois. Et d'être assez tolérante avec moi-même, en mode c'est pas grave si un jour, par exemple, je parle au physique, mais physiquement, mais mentalement aussi. Enfin, par exemple, si t'es ballonné un jour, c'est pas grave. Si tu vas pas bien pendant un jour ou deux, c'est pas grave, tu vois. Et je pense que le fait d'accepter que des fois ça va pas et que des fois ça va super, ça te déculpabilise tout le temps, en fait, je pense. Et au niveau du sport, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ce que t'as fait Du coup, j'ai fait de la musculation. Pas forcément. Avant, j'allais à la salle, mais maintenant, elle est trop loin de chez moi. Donc, je fais mon sport quotidien tous les jours. Je fais à peu près 40 minutes de sport. Mais vraiment, c'est pas pour avoir un corps goal ou un truc comme ça. C'est vraiment pour me dépenser, pour vraiment penser à rien. Et j'ai besoin de dépenser mon énergie, en fait. Donc, du coup... Ça me va bien, le gainage c'est bien. Est-ce que t'as confiance en l'avenir? Là, honnêtement, avec le Covid, pas du tout. Ouais. Enfin, c'est... le Covid, ça a un peu fait n'importe quoi à toutes les entreprises. Enfin, c'est très négatif pour pas mal de gens. Et du coup, je pense que... Enfin, on n'est pas prêt de l'oublier. Donc... Là, juste pour le Covid, je dirais non, mais après pour la vie en général, je pense que de mon point de vue professionnel et de la vie en général pour moi, ça va. Je suis en bonne santé, je m'amuse, je fais ce qui me plaît et tout. Donc je pense que ça peut que aller positivement après par la suite. Ouais, c'est perturbant quand même de pas savoir ce qui... C'était pas le premier épisode que j'enregistre. J'ai déjà enregistré avec plusieurs personnes et ce que j'ai trouvé assez intéressant de constater, c'est qu'il y en a qui se projettent assez loin parce que ça les rassure, genre d'être assez organisés sur le futur et tout. Et il y en a d'autres, ils voient pas plus loin que un mois, tu vois. Et toi, tu penses que t'es plus de quelle catégorie? Je pense que je suis plus sur je me projette plus sur l'avenir à long terme, on va dire. Je vois ma vie, je sais déjà comment elle va être et comment j'aimerais qu'elle soit. Enfin, je sais que par exemple, dans plusieurs années, je serai en Angleterre et que j'aurai ouvert mon restaurant, galerie, salon de tatouage à Londres. Et du coup, je sais très bien que je vais le faire un jour. Donc, Et qu'est-ce qui te retient de le faire maintenant? Est-ce que tu as des étapes avant que tu veux réaliser ou... Alors, pour l'instant, je pense que c'est les sous. Ouais. C'est clairement les sous. Mais après, je pense que je suis pas forcément encore prête pour vivre en Angleterre. Pas que j'ai des choses à faire maintenant et tout. Mais je pense que j'aimerais plus avoir une situation stable en tant que freelance et être, on va dire, reconnue et que mes clients français puissent quand même me suivre en Angleterre. Parce que même si j'ouvre un restaurant, je veux quand même garder ce côté illustration, etc. Donc je préfère vraiment me faire ma place, on va dire, dans ce monde-là et ensuite débarquer en Angleterre en mode « Hey, c'est moi !» Est-ce que tu veux nous raconter un peu l'expérience que tu as eue en Angleterre? Ouais. Du coup, j'étais fille au pair et
je suis partie vraiment du jour au lendemain. J'ai envoyé un message à mes parents, je fais « Hey, j'ai pris un billet d'avion, je m'en vais ». Et du coup, la famille était vraiment super cool. Et j'ai vraiment vécu des moments, franchement, les plus beaux de ma vie, puisque j'ai rencontré des personnes qui venaient vraiment de partout, des Danoises, Espagnoles, Italiennes, Françaises. Bon, c'était que des filles, mais du coup... et même la vie là-bas, elle était beaucoup plus sereine et safe, on va dire, puisque l'Angleterre... après, je vivais pas à Londres, donc, mais dans la petite ville, même si tu rentrais à 4h du matin et que tu étais habillée hyper court ou quoi que ce soit, je me suis jamais fait emmerder une seule fois. Juste une seule fois, mais c'était un dimanche. Je ne sais pas, juste une seule fois en pratiquement 6 mois, quoi. Et alors qu'en France, tu te balades dans la rue à 4h du matin, c'est sûr que tu te fais accoster au moins 5 fois, quoi. Donc franchement, c'est hyper safe, et même les Anglais sont tellement adorables. Enfin, même le facteur, il est arrivé, je le connaissais pas, il me fait « Hi my love !» et j'étais en mode « Bonjour, qui tu parles là exactement ?» Mais ils sont vraiment hyper sympas et hyper curieux de la culture française déjà. Ils essayent tout le temps de parler. Mais c'est assez marrant parce que la seule phrase qu'ils arrivent à dire, c'est « Je m'appelle, bonjour », mais sans dire le prénom, donc je ne suis pas plus avancée que ça. Mais du coup, non, franchement, c'était bien. Et en plus, pour la langue, c'est vraiment un truc à faire. Si je peux conseiller, c'est voyager pendant longtemps dans un pays. Enfin, moi, au bout le premier jour où j'y suis allée, j'étais un peu en flip parce que je me suis dit, bon, j'ai un niveau en anglais, mais j'ai pas forcément... je suis pas bilingue, quoi, donc j'avais un peu peur de pas réussir à me faire comprendre. Mais au bout d'une semaine, j'avais déjà toutes les bases et je parlais couramment. Au bout de 6 mois, des fois, j'oubliais des mots en français et tout. Une fois, j'ai mis 20 minutes pour me rappeler qu'un poivron, ça s'appelait un poivron, quoi. Et même quand je suis rentrée en France, des fois, je calais des mots en anglais sans faire exprès, et les gens, ils me regardaient en mode... Je la pète trop. Je fais non, c'est juste mon cerveau qui n'est pas conditionné à la langue française pour l'instant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu aimerais faire là, les années qui vont suivre? Et ma liste, je sais pas s'il faut que j'explique ma liste, mais ouais. En gros, j'ai une liste de 100 choses à faire avant de mourir, donc il y a pas mal de trucs qui sont assez compliqués à réaliser, comme assister à une opération chirurgicale ou sauter d'un avion avec un parachute, bien sûr. Mais et du coup, il y en a d'autres qui sont assez faciles, mais par exemple, il y en a, t'as pas l'impression qu'elles vont pouvoir se faire, mais par exemple, un des numéros, c'est participer à un mariage indien. Et du coup, ça, ce sera fait en 2021. Je pense que dans les prochaines années, j'aimerais vraiment faire toute ma liste et vraiment me donner les moyens et du coup, vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre, quoi. Bah écoute, et pour conclure, dis-moi ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur là pour la suite. Avoir un salaire. Ouais. Non, en vrai, je pense de réussir à ne plus faire totalement de crise d'angoisse, parce que maintenant j'ai évolué, j'en fais pratiquement plus, mais de vraiment plus en faire, et si vous pouvez me souhaiter d'avoir une vie géniale, ce serait sympa. Ouais, comme pour tout le monde, je pense. Ouais. Okay. Et juste pour les crises d'angoisse, est-ce que tu penses que ça va mieux parce que t'as fait quelque chose ou... J'ai eu un déclic il y a pas longtemps de me dire que c'était un truc qui gâchait ma vie. Avant, j'étais plus dans le déni, en mode ça va passer, avec le temps j'en aurai plus, mais en fait pas du tout. Et du coup maintenant, je me dis ça gâche totalement ma vie, donc il faut vraiment que je fasse quelque chose. Mais en même temps, je fais pas non plus... je vais pas voir un psy ou quoi, parce que en fait je sais déjà tout sur les crises d'angoisse, je sais très bien pourquoi je les fais, je sais très bien quelle situation me dérange, etc. Donc je vais pas voir de psy parce que il me dirait exactement la même chose que je sais déjà, on va dire. Mais du coup, j'essaye d'évoluer et de comprendre que les crises d'angoisse, en fait, c'est ton corps qui te ment et qui... j'ai appris pas mal de choses, comme par exemple, quand tu fais des crises d'angoisse, c'est juste ton nerf vague qui se compresse et qui fait accélérer le rythme cardiaque. Mais en fait, si tu décompresses ton rythme cardiaque, en fait, ça va tout seul. Et du coup, j'ai appris des techniques comme la cohérence cardiaque. Et en fait, t'es grave un super-héros quand tu fais ça. Genre, tu peux moins vieillir, avoir moins mal quand tu te tapes quelque part ou j'en sais rien. Et, j'ai appris au fur et à mesure que c'était ton corps qui te mentait et que du coup, tu pouvais faire plein de choses pour arrêter ça. Et du coup, j'en fais vraiment beaucoup moins. Donc, c'est cool. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Ouais, de rien. Merci à Agathe d'avoir accepté l'invitation.
Je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous, mais également à suivre le Instagram du podcast qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt!